Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Dans cet épisode, il est plus que jamais question d'humain. Lorsqu'une femme met son bébé au monde, elle vit une situation extrême. Cela se passe dans son corps, mais aussi dans son esprit et ses émotions. La naissance est un vertige, pour la mère et pour le bébé. Les femmes, dans ce moment de leur vie qui est un véritable passage, sont aussi fortes que vulnérables. Elles mobilisent leurs ressources les plus profondes pour faire naître leur enfant. Que se passe-t-il dans leur tête ? Qu'appelle-t-on de façon édulcorée le baby blues, ressenti par une grande majorité de femmes ? Et pourquoi parfois, quelque temps après la naissance du bébé, la détresse l'emporte-t-elle ? La dépression post-partum est aujourd'hui encore un sujet tabou dont on parle peu et qu'on a parfois du mal à détecter. Le taux de femmes qui en souffrent en France est équivalent à celui des pays voisins. Il s'approche de 20%. Que peut-on faire pour ces femmes et comment agir surtout pour que ce chiffre diminue ? Avec nous aujourd'hui, Marine Pranal et Diane Deveille. Marine, vous avez 32 ans, vous êtes sage-femme depuis 2010. Vous avez fait vos études à Clermont-Ferrand et vous travaillez aujourd'hui au CHU où vous êtes attachée de recherche clinique depuis 2013. Vous venez d'achever votre thèse, lauréate de la bourse de recherche en maïeutique de la Fondation Mustela en 2016. Cette thèse est consacrée à la dépression postpartum. Vous avez notamment étudié le lien entre survenue de la dépression et hémorragie du postpartum. Votre thèse aborde plusieurs points cruciaux. Elle s'intéresse aux troubles psychologiques d'ampleur variable qui peuvent apparaître chez une femme qui vient d'accoucher, particulièrement lorsque la naissance ne s'est pas très bien passée. Bonjour Marine. Bonjour. Racontez-nous en quelques mots votre chemin de sage-femme jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours eu envie de m'occuper de l'humain, d'accompagner les gens. Et c'est vrai que je trouvais que dans le métier de sage-femme, il y avait cet accompagnement des femmes, du couple, vers la parentalité qui m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait un rapport à l'intimité des couples qui était très intéressant et dans lequel je me retrouvais et dans lequel j'avais envie de travailler. Vous consacrez une grande part de votre temps à la recherche. Pourquoi avoir choisi de travailler sur la dépression postpartum, un sujet dont on parle peu en France ? Eh bien, c'est tout simplement lié au retour d'expérience des femmes. Concrètement, on a eu des femmes qui venaient à la maternité pour accoucher de leur deuxième, troisième enfant et qui, très clairement, nous exprimaient le fait qu'elles avaient rencontré, durant cette période du post-accouchement, du postpartum, des difficultés sur le plan psychologique. Et on a été frappés par le nombre de femmes qui exprimaient ces difficultés. C'est ce qui nous a donné envie d'en connaître un peu plus sur ce qui se passe durant cette période où les femmes sortent de la maternité et comment elles vont évoluer, comment elles vont cheminer sur le plan psychologique durant cette période-là. Quel a été le rôle de la Fondation Mustela dans votre travail ? Un soutien financier pour la mise en place de l'étude. On est peu nombreuses à travailler dans le domaine de la recherche clinique en obstétrique. Outre les besoins humains, il y avait également tout ce qui était mise en place de l'étude avec un soutien pour la diffusion de l'information de cette étude. Par exemple, tout simplement financer les posters qui étaient présents dans les salles d'accouchement en suite de couche pour expliquer aux femmes que cette étude sur les complications psychologiques était en cours dans la maternité. Également un soutien pour financer l'impression des questionnaires que les femmes remplissaient pendant leur séjour en suite de couche à la maternité. Voilà, c'était vraiment tout l'aspect logistique qui était très important et qui a été soutenu par la Fondation. Marine, en quelques données essentielles, pouvez-vous nous dire ce que votre thèse met en évidence ? Ce travail montre que ces troubles sont fréquents sur le plan psychologique dans la vie de ces femmes. Et pour autant, il existe un véritable tabou autour de ces difficultés. Il est donc vraiment important de libérer la parole des femmes. À vos côtés aujourd'hui, Marine, Diane Deveille. Diane, vous êtes psychologue clinicienne à la maternité de l'hôpital Necker à Paris depuis 2013. Vous exercez depuis 2005, vous avez une longue expérience en maternité. Avant d'être psychologue, vous étiez sage-femme. Vous avez une grande connaissance du suivi des femmes durant leur grossesse. Vous maîtrisez aussi le diagnostic anténatal d'anomalies chez le fœtus et l'accompagnement des parents qui en découlent.
Vous travaillez à libérer la parole et à désamorcer toutes les formes de culpabilité. Diane, Marine, cet épisode aborde un thème délicat, la vulnérabilité. Je vous pose donc cette première question. Y a-t-il un profil type, une forme de vulnérabilité établie chez certaines femmes qui mènerait à la dépression postpartum? Alors j'ai plusieurs éléments de réponse. Un 1er point, c'est, ce qui est retrouvé dans la littérature et qui pointe certains facteurs de risque. Des facteurs socio-économiques de femmes isolées ou de femmes en précarité ou des femmes, isolées familialement ou avec peu d'entourage. Mais finalement, dans la pratique, enfin dans ma clinique au quotidien, je me rends compte qu'il ne faut pas se limiter à ces facteurs de risque-là et que finalement la dépression du postpartum peut toucher toute jeune mère, et que c'est une association d'un certain nombre de facteurs. C'est lors de la deuxième grossesse qu'on se rend compte que dans les suites de la première, il y a eu un moment de fragilité, de tristesse, de variation d'humeur, et que ça a été un moment compliqué et douloureux pour la femme et pour laquelle elle a été finalement assez seule. Quelle est la définition exacte de la dépression postpartum? Au sens psychiatrique du terme, c'est une variation de l'humeur avec, une grande tristesse, une perte d'intérêt pour son activité extérieure, un manque d'entrain, voilà, et un repli sur soi. Ça, c'est la définition, j'ai envie de dire, dans la population générale, et il faut que les symptômes durent au moins 15 jours. Parce qu'on peut tous avoir par moments pas très envie de se lever, être un petit peu, triste, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la vie. La dépression, au sens clinique, c'est pendant 15 jours, une persistance de ces symptômes de repli sur soi, de, baisse de l'humeur, et cetera. La particularité de la dépression du postpartum, c'est qu'elle survient justement dans les suites d'une naissance, avec un pic à 2 mois, enfin entre 6 semaines et 2 mois après l'accouchement, et un autre pic à 9 mois après l'accouchement. Et en gros, une dépression qui a lieu dans la première année de vie de l'enfant. Et ce qui est très particulier, c'est que comme c'est à distance de l'accouchement, le lien n'est pas forcément établi et les femmes sont plus seules à ces moments-là. Le conjoint a repris le travail, la famille est peut-être moins présente et c'est ce qui fait aussi cette spécificité. Finalement, quel droit a-t-on d'être triste? Et souvent, moi ce que je constate, hein, c'est des femmes qui luttent du coup beaucoup. En disant: «Bah, voilà, cet enfant je l'ai désiré, la grossesse s'est bien passée et je me dois d'être heureuse, je comprends pas pourquoi je suis pas heureuse, donc en fait je suis heureuse». Quelle est la grande différence entre dépression du postpartum et baby blues dont on parle beaucoup plus volontiers? Ça va être, quelque chose de transitoire, le baby blues, et qui va survenir dans un délai beaucoup plus proche de l'accouchement. On le décrit vers le 2 ou 3e jour, après l'accouchement. Il va y avoir, voilà, des pleurs, une tristesse, chez la mère. Donc finalement des similitudes dans ces signes, mais voilà, ça va être, quelque chose de beaucoup plus bref et plus proche de l'accouchement. C'est effectivement le moment d'apparition, le baby blues qui survient au 3e jour, alors que la dépression c'est après 15 jours, donc après l'accouchement. Et qu'il y en a un qui est physiologique, le baby blues, et l'autre qui est pathologique. Donc ça, c'est la différence notable. Il est normal, j'ai envie de dire, de faire un baby blues, hein, puisque 80 des jeunes accouchés sont concernés, alors que la dépression du postpartum est pathologique et concerne entre 15 et 20 des jeunes accouchés. Donc c'est la grosse différence et je pense que, le baby blues correspond à la naissance psychique, à la fin de la grossesse psychique. Il y a toujours un décalage entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête. Le moment de l'accouchement, le moment où le cordon est coupé, c'est la naissance, c'est le moment de la rencontre avec le bébé de la réalité. Sauf que dans la tête, il y a toujours un décalage et le temps, il faut bien 2 3 jours pour que les jeunes mères réalisent que finalement, ce fœtus qui était dans leur ventre devient le bébé qu'elles ont dans les bras et que finalement le moment du baby blues, c'est l'émotion, les émotions. Il y a vraiment un cocktail d'émotions, de tristesse, de joie, de plein de choses qui correspond à la fin de la grossesse psychique et donc c'est signe de bonne santé, en fait. Alors, est-ce que ça dure longtemps, une dépression du postpartum? Je pourrais pas répondre de façon exacte. C'est pas comme une grippe.
entre le moment de la prise en compte de la dépression, du début d'une prise en charge, donc traitement, suivi psy, accompagnement, étayage autour, il faut quand même, prendre en compte qu'il y a, oui, quelques semaines, voire quelques mois. Marine, vous avez particulièrement étudié le lien entre dépression du postpartum et hémorragie lors de la naissance. Alors en fait, on s'est intéressé à ces hémorragies du postpartum parce que c'est une des complications les plus fréquentes après un accouchement et on avait constaté, aussi bien au cours de l'événement, hein, au cours de cette hémorragie, et ben, que, il y avait intrusion dans la salle de naissance d'énormément de monde, et que ça pouvait être un événement potentiellement, stressant pour la mère et elle verbalisait à ce moment-là des émotions qui pouvaient nous faire penser que, cet événement était mal vécu sur le plan psychologique. Donc on a cherché à savoir si ça pouvait avoir ces hémorragies pouvaient avoir un impact sur le psychologique. Comment réagissez-vous précisément lorsqu'une femme verbalise les émotions qu'elle peut ressentir dans le moment que vous venez de décrire? Ça passe par plusieurs étapes, beaucoup de communication, bien sûr, avec la femme pour, cerner au mieux où sont ses difficultés et surtout, on travaille avec une psychologue dans notre service qui vient voir, les mamans, qui exprime clairement, le besoin de communiquer autour de cet événement ou même, que l'équipe sent en difficulté et comme, vous le disiez, parfois elles ont une appréhension à demander de l'aide aussi sur le plan psychologique, hein, puisqu'on est très souvent sur, tout ce qui est somatique et du coup, on essaye de travailler en collaboration avec la psychologue pour proposer cette aide aussi, pour ces femmes. Justement, à quel moment intervient la psychologue? Alors, dans ces situations que moi je qualifierais de traumatiques à la fois, dans un registre physique, mais aussi psychique, la psychologue intervient après, dans l'après-coup. C'est-à-dire que évidemment, en salle de naissance, ce sont les sages-femmes qui sont là, les médecins, enfin toute l'équipe soignante. C'est après coup, quand la maman, revient dans sa chambre ensuite de couche, que là, elle sera vue et de toute façon, un événement traumatique entraîne dans un premier temps un peu une sidération au niveau de la pensée et ce n'est pas au moment même de l'événement traumatique, bien souvent, que la femme pourra avoir besoin d'en parler ou d'exprimer ce qu'elle reçoit, mais bien dans l'après-coup. Et dans la mesure du possible, s'il peut y avoir un accompagnement un peu dans la durée, un peu un suivi qui peut se mettre en place, c'est précieux pour que justement la tonalité traumatique s'atténue. Marine, dans un tel cas de figure, qui tire la sonnette d'alarme en premier lieu à la maternité? La femme qui vient d'accoucher ou la sage-femme qui s'aperçoit que quelque chose va mal? Bien souvent, par expérience, les sages-femmes se rendent compte quand il y a un malaise, quand il y a quelque chose, qui n'a pas l'air d'aller chez les mamans et encore une fois, voilà, les femmes, des fois, ne vont pas encore le verbaliser qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne va pas très bien. Je dirais que c'est un petit peu des 2. Bien souvent, c'est plus, les sages-femmes qui vont se rendre compte de certaines difficultés chez ces mamans. Alors, quelle difficulté, par exemple? Quel signe? Tout simplement, des fois, on va arriver, je repense à ces femmes que j'ai pu voir, au moment de l'examen du jour et qui se mettent à pleurer, qui nous disent, «Mais tout va bien», finalement qui s'excusent presque de se sentir pas bien, devant nous on est là pour les aider et les rassurer sur toutes ces émotions qui les traversent à ce moment-là. Voilà, donc ça va souvent être, ces pleurs ou alors, beaucoup de questions autour de du bébé. On sent qu'il y a des angoisses qui apparaissent, à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi la question du sommeil. Alors en maternité, c'est assez courant de pas beaucoup dormir parce que, voilà, le bébé a besoin d'être, allaité. Mais, certaines femmes peuvent quand même exprimer des cauchemars et ça, je pense que c'est important de les entendre comme, manifestation secondaire, dans les conséquences de l'accouchement, par exemple. Je trouve d'une manière générale, hein, que les sages-femmes ont une vraie finesse et une vraie sensibilité dans l'écoute et dans le discernement de ce qui a pu être traumatique pour les femmes, notamment en leur demandant d'une façon un petit peu générale comment elles ont vécu leur accouchement et ça peut être une possibilité pour la mère de revenir sur quelque chose qui a pu être douloureux.
Alors évidemment, un accouchement qui a été traumatique obstétricalement parlant sera entendu comme tel, mais parfois, même un accouchement qui peut paraître complètement normal, physiologique à une sage-femme, pourra avoir été vécu différemment par la patiente et en posant cette question de: «Est-ce que vous voulez qu'on reparle du moment de l'accouchement?» ça donne la possibilité à une mère de s'exprimer et du coup de demander de l'aide éventuellement, si besoin. Le lien entre la sage-femme et la femme qui accouche est primordial. Comment faire pour que ce lien ne se rompe pas tout de suite? Eh bien, il y a des sages-femmes, qui sont installées en libéral. Il y a de plus en plus de sages-femmes, qui viennent au domicile des mamans, donc le lien continue comme ça et d'ailleurs bien souvent, voilà, les sages-femmes à domicile ont un compte rendu de savoir comment ça s'est passé, le séjour à la maternité, voilà, pour avoir une certaine continuité dans les soins. Et est-ce que ce lien, en particulier, peut jouer un rôle dans la prise en charge de la survenue d'une dépression postpartum? Je pense que la sage-femme a un rôle très privilégié dans ce temps après, mais en fait, je pense que cet accompagnement, il débute en amont, pendant le temps de la grossesse et que souvent, les femmes peuvent faire leur préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui sera la même qui viendra les voir dans le postpartum à la maison, voire même celle qui fera la rééducation un peu plus tard. Et ce qui veut donc dire que cette sage-femme, elle connaît cette femme, elle la connaît du temps de la grossesse et elle voit comment, la femme est, comment la femme évolue dans son devenir mère et de ce fait, pourra être celle qui alerte ou qui propose un accompagnement, plus psychologique, au-delà de la prise en charge que la sage-femme apporte déjà à la mère. On se place à la maison 6 semaines après la naissance du bébé, c'est-à-dire au moment du premier pic d'apparition éventuelle d'une dépression postpartum. Comment la femme qui en est victime peut-elle réagir elle n'est plus à la maternité, elle est plus ou moins seule chez elle? Que peut-on lui conseiller? Alors déjà de réaliser que c'est pas simple, c'est très difficile pour les mères et hyper culpabilisant en fait, puisque la dépression, va avec une dévalorisation de soi-même. La femme se dit qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'est pas capable d'apaiser son bébé et donc d'avoir conscience qu'en fait c'est une dépression, c'est pas facile. Ce que j'aurais envie de conseiller, c'est voilà, dans ces moments où on se sent peut-être un petit peu enfin, où une jeune maman se sent un petit peu débordée par son bébé ou un bébé qui pleure beaucoup, peut-être qu'en première intention, l'idée d'aller à la PMI pour, pouvoir parler de ça, pouvoir, être entendu et à ce moment-là, le personnel de la PMI, que ce soit une sage-femme ou que ce soit le médecin ou que ce soit la puéricultrice qui prendra soin du bébé, pourront proposer un accompagnement psy. Bon ça, c'est une éventualité. Si, la femme a été suivie dans une maternité et qu'elle a pu rencontrer la psychologue de la maternité, l'éventualité, c'est de lui passer un coup de fil et de reprendre un rendez-vous. Mais ça demande quand même un effort. Cette démarche-là, elle est pas facile à distance, de pouvoir se dire: «Ah bah, finalement, je vais pas si bien que ça et j'ai besoin d'aide». Donc moi, je pense que la meilleure, prévention, c'est déjà d'en parler pendant la grossesse, de dire qu'effectivement, peut-être que ça sera difficile et qu'à ce moment-là, de donner aux mamans, j'ai envie de dire à toutes les accouchées, des numéros de téléphone pour qu'elles puissent contacter au moment où ça ira pas. Parce que c'est vrai que quand on va pas très bien, on n'a pas forcément la force ou l'énergie pour chercher à qui s'adresser. Et alors que si en amont, on a déjà, quelques coordonnées ou quelques personnes, ressources, ça peut faciliter effectivement. Une femme, chez elle, qui se sent devenir triste. Quels sont les signes qui doivent l'alerter? Justement, un état de tristesse, une femme qui se met à pleurer facilement, bon ça peut être un premier signe, le fait d'avoir des douleurs aussi, enfin le corps parle aussi. Une femme qui a mal au dos ou d'autres douleurs, bon ça peut être un signe d'appel et je pense et c'est ça qui est compliqué dans la dépression du postpartum, c'est que la maman et le bébé sont liés et qu'un bébé qui pleure beaucoup, qu'est-ce que ce bébé est en train de dire à sa mère? Dans quelle mesure ces pleurs sont pas, de façon inconsciente, hein, mais quelque chose de: «Maman, réveille-toi, sois là», psychiquement parlant. Donc un bébé qui pleure beaucoup peut être un signe d'appel aussi, en plus d'un état de tristesse ou de fatigue intense de la part de la mère ou de manifestations, somatiques, genre,
lombalgie ou un corps douloureux. Marine, comment les sages-femmes agissent-elles dès la salle de naissance pour prendre soin, psychologiquement parlant, des femmes qui accouchent? Je dirais que les sages-femmes ont la possibilité de vraiment être, dans l'écoute. Elles instaurent rapidement, un climat de confiance pour laisser la femme parler et lui montrer que rien que le fait d'être là pour l'écouter et l'accompagner et toujours valoriser, ce que fait la maman. Quels sont vos outils, vos moyens d'action pour rassurer une femme? Je dirais que c'est, d'accompagner les femmes avec douceur, avec, bienveillance. Aussi, on n'a pas beaucoup parlé des pères ou de l'accompagnant parce que parfois c'est pas toujours, un père. D'essayer d'investir des personnes, qui seront des personnes ressources pour la femme, donc créer un environnement, rassurant et serein, essayer de la rassurer finalement et de l'apaiser. Ça passe par de l'écoute, par des gestes, toutes ces petites choses qui font que qu'on arrive à tisser quelque chose avec la femme. Est-ce que vous utilisez aussi la respiration, peut-être des techniques de sophrologie? De plus en plus, on se tourne de plus en plus vers tous ces éléments. On est d'ailleurs, plusieurs sages-femmes à se former sur l'hypnose parce qu'on se rend compte que c'est peut-être, des moyens d'accompagner les femmes, des moyens assez faciles finalement et efficaces pour les femmes. Alors comment est-ce qu'on la soigne, la dépression du postpartum aujourd'hui? Je pense qu'un premier élément important, c'est de la reconnaître déjà et de pouvoir dire à une maman que oui, tout ce qu'elle vient de traverser n'est pas sans retentissement. Et c'est vrai que c'est très compliqué, il y a quand même une image d'Épinal autour de la grossesse, autour de la naissance. Personnellement, je pense que la grossesse et particulièrement le moment de la naissance, c'est un peu la traversée d'un cyclone avec, un tas de bouleversements déjà au niveau du corps, ce corps qui est traversé et puis, un bouleversement aussi psychique. Quand on devient maman pour la première fois, mais aussi lors des grossesses suivantes, on revit un certain nombre d'étapes de son passé, on réinterroge les liens à ses propres parents pour soi-même devenir parent, enfin, donc tous les repères préexistants sont bouleversés. Donc il y a un temps nécessaire où on a besoin de pouvoir, observer le nouveau paysage. Une femme qui devient mère pour la première fois, reste fille de sa mère certes, mais devient mère de son enfant. Donc la mère prend une autre position. Donc il y a toutes ces questions d'ajustement, de place qui se modifient. Même chose, le père reste et le conjoint, mais devient père. Il devient père dans les yeux de la mère, en regardant l'enfant. Enfin, tout ça pour dire que, il y a tout un remaniement des places. Faut-il avoir peur d'une dépression postpartum? Je dirais que non, puisque maintenant on a les moyens d'accompagner ces femmes au même titre qu'une autre pathologie, qu'une autre maladie. Il faut en avoir conscience, le fait de savoir que ça existe, ne pas hésiter à en parler et s'orienter vers des professionnels, capables d'accompagner et d'aider ces femmes. Donc savoir qu'il y a des moyens d'en sortir. Diane, quelles solutions concrètes s'offrent à une femme qui souffre de dépression postpartum? À partir du moment où la femme s'autorise à ressentir qu'elle va pas bien, elle va pouvoir faire la démarche, d'aller à la rencontre de professionnels et là, aux professionnels de mettre en place un suivi psychologique d'une part et ça je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il existe aussi, des groupes de soutien à la parentalité, alors des PMI plus centrés, accompagnement psychologique où des mères peuvent venir avec leur bébé, passer un moment et être, soutenues dans cette maternalité, dans les soins au bébé et ça, l'effet du groupe peut avoir aussi un effet très réconfortant. Parce qu'un des éléments qui conduit à la dépression, c'est l'isolement. L'isolement social, mais aussi l'isolement, on peut parfois être très entouré, mais se sentir très seul dans sa tête. Et donc je pense que l'existence de ces groupes peut avoir un effet très bénéfique pour les mamans. Peut-on faire un inventaire des types de suivi qui existent? Peut-être avec qui? Des psychologues en ville ou à la maternité dans laquelle la femme a accouché? Comment ça se passe concrètement? Les femmes peuvent se faire suivre en ville et il y a des CMP qui peuvent aussi, donc des centres médico-psychologiques, qui peuvent proposer des suivis et un accompagnement et il existe également donc ces unités plus centrées sur, toute petite enfance en périnatalité, mais au niveau sur un versant psy,
des groupes ou des suivis individuels d'ailleurs, pour, les patientes. Diane, comment peut-on développer la collaboration entre les personnels? Des suites de couches, ceux de l'obstétrique, les psychologues, peut-être les psychiatres aussi en maternité. À l'heure actuelle, il y a déjà une collaboration qui existe, hein, avec, des staffs, c'est-à-dire des réunions d'équipe, des staffs médicaux, psychosociaux, communément appelés staff MPS, qui permettent que se rencontrent ces différents professionnels, les professionnels du corps et les professionnels du psychisme. Et donc, pendant la grossesse, certaines situations sont évoquées au cours de ces réunions. Les femmes sont bien sûr informées de cette réflexion, hein, autour de leur situation, et de ces réunions découlent des propositions en anticipation, parce que je pense qu'il y a, et ça c'est un point qui me semble important, c'est qu'un certain nombre de choses peuvent être anticipées dès l'anténatal, et qu'une femme enceinte qu'on sait seule avec un entourage peu présent ou inexistant, parfois une précarité sociale ou psychique, il y a possibilité d'anticiper et de prévoir le postpartum même à moyen terme. Peuvent se mettre en place pour certaines femmes, hein, une hospitalisation en unité mère-enfant. Ce sont des lieux d'hospitalisation où ces mères vont être accompagnées et soutenues dans la mise en route des liens avec le bébé, pour des patientes qui sont fragiles ou déprimées, ou voilà, pour une problématique particulière, et donc ça s'anticipe en anténatale, parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément toujours autant de place qu'on le souhaiterait, mais c'est des possibilités. Il y a des centres maternels également qui existent, qui sont des lieux où les femmes dans le postpartum sont accueillies et accompagnées, soutenues dans le lien avec ce bébé. Et donc c'est au cours de ces réunions pluridisciplinaires que peuvent être envisagées la suite à la sortie de la maternité, en fait. Peut-on dire que l'entourage joue un rôle déterminant dans l'aide qu'il peut apporter à la femme qui souffre d'une dépression postpartum? Je suis pas sûre que l'entourage se rende forcément compte, justement, de cet état de dépression, puisque apparemment tout se passe bien, le bébé va bien, la maman va bien, donc pourquoi elle irait pas si bien que ça, finalement? Donc les femmes sont vraiment seules. C'est aussi une période où le conjoint a bien souvent repris le travail, donc il n'est pas là dans la journée, il se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Les femmes sont parfois loin de leur famille, donc la famille ne se rend pas forcément compte au quotidien de ce qui se passe dans la réalité de ces jeunes mamans. Donc c'est plus la femme elle-même qui sera amenée à faire la démarche, ou alors la sage-femme qui fait la rééducation, du périnée notamment, qui dira: «Tiens, vous avez l'air fatigué, ou vous avez l'air triste», ou est-ce que, voilà, qui va être le déclencheur pour la proposition d'un suivi. Et puis je pense qu'aussi il y a quelque chose de culpabilisant pour les femmes, c'est le bébé en lui-même peut être parfois source de la dépression. Dans le sens, certaines femmes qui sont très actives, de se retrouver dans ce temps de congé maternité à la maison, isolées, avec comme unique tâche de s'occuper de ce bébé. Pour un certain nombre d'entre elles, finalement, c'est une situation qui est difficile et qui est difficilement supportable à vivre, et avec toute la culpabilité qui va avec. Et je pense que, un élément qui peut être, un vrai soutien pour les mères, c'est d'avoir un espace où cet enfant peut être confié, pour qu'elle puisse vivre une vie de femme, c'est-à-dire ne pas être uniquement mère. Et je pense que ça, c'est, un des points qui est difficile pour les jeunes mères justement, où voilà, dans la représentation sociale, pour être la bonne mère, il faut tout le temps s'occuper de son bébé. Or, ces mères, avant d'être mères, elles sont femmes aussi. Et je pense que pour être une bonne mère, il faut se sentir bien dans sa position de femme, et que justement dans ce temps de congé maternité, qui est un temps très particulier, de pouvoir s'autoriser à avoir du temps pour soi. Parce qu'un bébé demande énormément d'énergie, et il faut pouvoir se ressourcer soi pour pouvoir prendre bien soin de l'autre, en fait. Marine, justement, vous avez dit: «Je suis frappée de voir comme ça peut être compliqué pour les femmes de tout assumer. Être une bonne mère, être bonne dans son job, mener à bien tous les domaines. On culpabilise énormément les femmes et les jeunes mères. Qu'avez-vous envie de leur dire?» De ne pas avoir peur d'être finalement pas parfaite,
Parce que dans le fait de reconnaître qu'on a besoin de l'aide, c'est aussi prendre conscience de ses limites et c'est quelque chose de très important et qui va permettre aussi de solliciter son entourage, solliciter des aides extérieures de la part des professionnels également. Vraiment de s'accepter et de savoir reconnaître, là où sont ses limites finalement. Est-ce que si l'on a vécu une fois une dépression du postpartum pour une première grossesse, on est forcément à risque pour une grossesse suivante? C'est pas parce qu'on a eu une dépression du postpartum suite à une première naissance que nécessairement ça se reproduira à la deuxième ou à la troisième. Pour autant, d'avoir en tête ce moment qui a été difficile permet de mettre en place, lors de la grossesse suivante, un accompagnement justement dans une, optique de prévention. Ça fait partie aussi de votre travail, Marine. Une femme qui arrive pour un deuxième accouchement ou un troisième et qui vous dit qu'elle a déjà vécu une dépression du postpartum, comment vous l'accompagnez? Tout simplement, en reparlant avec elle de cet événement, en le minimisant pas, en la laissant s'exprimer par rapport à ce qu'elle avait vécu la première fois, en reparlant de cet accouchement-là, du deuxième ou du troisième, pour essayer éventuellement de pointer des éléments qui auraient pu, et qui pourraient la faire se sentir mal, on va dire et évidemment la mettre en lien, rapidement avec, le psychologue du service, en lui disant très clairement qu'on va lui proposer cet accompagnement et qu'elle n'hésite pas à nous parler. Quel message aimeriez-vous glisser à l'oreille des femmes qui écoutent ce podcast? Libérer la parole des femmes, ne plus se dire que tout cela est tabou et que ça existe et qu'il faut en parler. Il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est que la dépression du postpartum n'est pas quelque chose de rare, mais qu'on s'en sort et donc la prévention est importante en étant informé de l'existence, de cette difficulté et donc il y a, possibilité d'un suivi et d'un traitement, enfin d'un accompagnement pour justement s'en sortir. Ça, c'est un premier élément. Je trouve qu'il serait précieux que toute femme, au cours de sa grossesse, lui soit donné des contacts pour qu'elle sache à distance, quand elle se retrouve seule chez elle, justement de savoir où appeler ou, quelle démarche, effectuer pour ne pas être seule justement. Ça, c'est un deuxième message et que vivre un épisode de dépression ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne mère. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir partagé votre travail et répondu à nos questions. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustela. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.